Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, premier jour de vacances scolaires, jour également de l'annonce des résultats du baccalauréat. Ils sont excellents, principauté, 97% de réussite, toutes séries confondues. Nous évoquerons ces chiffres avec le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. D'autres résultats ont retenu l'attention des citoyens français hier. Ce sont ceux des élections législatives marquées par le nouveau Front populaire qui arrive en tête du second tour. Stéphane Vogetta a lui été réélu député de la 5e circonscription des Français de l'étranger, circonscription dont dépendent les Français de Monaco. Il sera notre invité ce soir. Dans ce journal également, nous irons sur les rives de la Loire, à Orléans, où la journée est synonyme de repos pour les coureurs cyclistes du Tour de France. Nous ferons un point d'étape avec notre envoyé spécial, Christophe Paco. Nous vous parlerons également dans cette édition de la vente aux enchères des objets cultes du Stars & Bars et du salon Art Monte-Carlo. Suspense et émotion cet après-midi pour les lycéens de terminale à l'annonce des résultats du baccalauréat. Les chiffres sont une nouvelle fois excellents pour la principauté, 97% de réussite, toutes séries confondues. Nous allons d'ailleurs l'évoquer dans quelques instants avec le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. Mais avant cela, Cassandra San Carlos et Thomas Deus étaient au lycée Albert Ier aujourd'hui pour vivre ce moment aux côtés des candidats du bac. Voyez leur reportage. Un peu stressée, mais ça va aller, enfin j'espère. Ça va, hein, j'ai un peu d'appréhension, mais on va dire que ça va aller. Plutôt bien, parce qu'on sait qu'on l'a dans tous les cas, mais c'est la mention qui va jouer un rôle important. Plus stressée pour la mention que pour le bac. Donc on est en train de les afficher comme ça, vous pouvez regarder vos résultats. Il est 14h30, la liste vient d'être affichée, c'est le moment de délivrance pour les lycéens. Je pensais que j'avais un peu raté mon écrit sur HLP, mais au final, apparemment pas tant que ça, donc je suis contente. Ouais. J'ai eu mention bien. C'est ce que tu voulais ? Oui. Quand je suis sortie des épreuves, j'espérais bien, et du coup là je suis contente. Ça fait du bien, la pression elle redescend, c'est fini. Mention bien, je m'attendais à mention bien, donc je l'ai eu, c'est pas mal. Ça va, tu sentais bien quand même ? Ouais, ça va. Pas choqué, pas déçu. Alors mention bien, je suis content, ça s'était plutôt bien passé, donc voilà, maintenant c'est les vacances, donc on peut souffler. L'année dernière, le taux de réussite s'élevait à 97,6% avant rattrapage. Pour la session 2024, l'établissement a réussi à faire encore mieux, avec 99% de réussite. Très content, parce que d'abord, il y a un maximum d'élèves qui l'ont eu du premier coup, puisqu'aujourd'hui ce sont les résultats du premier groupe. Donc on n'a que 2 élèves qui sont à l'oral de rattrapage. Donc demain ils vont passer ces oraux et on espère que ces 2-là vont réussir pour atteindre les 100% que l'on avait les années précédentes. Donc quand on dit que le lycée Albert Ier est un lycée d'excellence, parce qu'on essaye de tirer tous les élèves vers le haut, hein, et voilà, on a 264 candidats, tous, chacun, on les a amenés à la réussite. Et ça, vraiment, c'est une grande satisfaction pour le proviseur que je suis. Les élèves ne sont pas les seuls à être anxieux face à l'annonce des résultats. Les professeurs qui les ont accompagnés tout au long de l'année peuvent eux aussi relâcher la pression. Écoutez, on est très contents pour eux, pour le moment. Après, il y a de bonnes surprises et puis il y a des mauvaises surprises. Il y en a qui sont au rattrapage, donc on est en train de s'en occuper. Mais globalement, ils sont plutôt contents, donc on est contents aussi. Ils travaillent toute l'année pour ça et c'est vrai qu'ils sont généralement assez sérieux. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas. Et après, c'est toujours une surprise agréable. Voilà. Stress, soulagement, coup de fil à papa et maman pour annoncer la nouvelle, le bac est une épreuve que l'on n'oublie jamais. Et pour évoquer ces excellents résultats du baccalauréat en principauté, Jean-Philippe Vinci nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir, Mille Rousseau. Est-ce que l'on peut parler d'un bon cru pour qualifier ces résultats du bac 2024 à Monaco ? Oui, c'est un bon cru, c'est stable, donc nous sommes heureux. Si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, alors c'est des chiffres globaux qui sont provisoires, puisqu'il y aura des élèves qui passent à l'oral. Il y en a très peu, mais ça peut changer à la marge. Il y a 98% en série générale de reçus du premier coup. Il y a 100% en série technologique et 92% en bac pro, qui est en gros 10% de plus que dans l'académie voisine. Mais pour que ce soit vraiment signifiant, parce que les résultats, les chiffres du bac, bon, tout le monde les attend, sont un peu toujours les mêmes, il faut surtout s'intéresser aux mentions. On a 88% d'élèves qui ont des mentions. C'est absolument remarquable. Et on a 75 élèves qui ont une mention très bien, dont 11
qui ont félicitations du jury. Ça veut dire qu'ils ont une moyenne supérieure à 18. Donc c'est vraiment un très bon résultat, conforme un peu aux années précédentes, mais c'est toujours à chaque fois nouveau, donc nous sommes très heureux de ces résultats. Est-ce que cela traduit de l'excellence du système éducatif en principauté? Oui, mais je voudrais insister sur l'écosystème. Il y a évidemment le travail des élèves, des professeurs, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les équipes éducatives, je pense aux psychologues, aux bibliothécaires, à la vie scolaire. C'est un écosystème qui produit la réussite. Évidemment, le travail des élèves et le soutien actif des parents. Mais c'est l'ensemble, hein, c'est vraiment un travail d'équipe pour que l'élève se sente appelé. Et moi, je suis en fait très soucieux, pas simplement des résultats du baccalauréat, mais de l'orientation. C'est ça qui, pour nous, est signifiant. Donc, vous savez que pour les élèves, donc là, cette année, il y avait une petite différence parce que c'est la première fois où ils avaient les spécialités, la philo et le grand oral en même temps. Donc, il y avait un petit suspense, c'est-à-dire 40% de leurs notes étaient inconnues. Donc, aujourd'hui, ils ont enfin les résultats. Mais c'est surtout l'orientation, c'est Parcoursup qui les intéresse, évidemment. Et ici, pour le moment, on a à peu près 97% des élèves qui ont au moins un choix. Et beaucoup d'élèves qui ne sont pas dans ce lot partent à l'étranger. Donc c'est surtout cela que je fais attention. Il faut qu'ils soient bien orientés. On a 7% d'élèves qui vont en classe préparatoire. Donc c'est des critères au-delà des chiffres bruts du bac. C'est ces critères-là, je crois qu'il faut regarder pour parler véritablement de bon niveau, d'excellence, etc. C'est plutôt cela qui est signifiant. Place désormais à l'été et aux vacances pour les néo-bacheliers avant de penser à leur future orientation. Pour vous, l'été sera studieux, Jean-Philippe Vinci? Oui, déjà bien sûr au travail. Il y a toutes les équipes, je pense, pendant l'été ne vont pas prendre de vacances puisque tout le monde le sait, il y a la livraison du nouveau collège qui est un défi. Tout le monde regarde en passant où est-ce qu'on en est. Donc de l'intérieur, ça avance bien. Il y a encore beaucoup de choses à régler, donc les équipes vont travailler tout l'été. Ça, c'est l'aspect, je dirais, matériel, qui est en bonne voie, enfin, je l'espère. On fait tout pour. Et puis, il y a l'aspect pédagogique, un nouvel établissement, ça implique de nouvelles habitudes, de nouvelles règles, prendre possession des lieux, voir comment ça s'articule. Et je crois vraiment que la configuration des lieux est très importante pour l'ambiance. Donc, on verra les élèves s'ils aiment ça, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment enthousiasmant. C'est avec cette ambition que vous arrivez à la tête de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des fonctions que vous avez prises le 1er juillet dernier. Comment vous avez accueilli cette nomination? D'abord avec beaucoup de reconnaissance pour la confiance du gouvernement princier. Après, comme j'étais déjà au sein de la DENJS il y a des années, je connaissais à l'avance le poids et surtout la grande variété des tâches. On s'imagine rarement, vu de l'extérieur, tout ce que doit faire le service. Et donc, il y a tous les professeurs, mais tous les personnels, etc. Donc, c'est une tâche, mais il y a des bonnes équipes. Voilà, tout le monde travaille, on restructure un peu les choses, c'est normal, il faut trouver un nouveau souffle. Mais je pense que voilà, on va arriver à une nouvelle dynamique tranquillement. Et donc, à la rentrée, vous aurez toutes les orientations nouvelles. Évidemment le collège, mais aussi une attention aux primaires, une attention à la sécurité des enfants, psychique et physique. On est en train d'entamer d'ores et déjà une réflexion sur les écrans, très très précise. Il y a des rapports qui sont très intéressants en France, donc on les travaille. Voilà, il y a un tas de sujets sur lesquels on peut avancer, on doit avancer. On entend dans votre discours l'importance de l'humain dans tout cela, dans les échanges et dans l'enseignement. Oui, on a la chance de pouvoir accompagner chaque élève. On n'a pas des classes encore trop nombreuses et c'est vraiment ce qui fait la différence. On parle de bienveillance sans trop savoir ce que ça signifie. La bienveillance, c'est accorder à l'élève une certaine autonomie. Être bienveillant, c'est pas être laxiste. C'est lui donner une autonomie, une responsabilité, l'aider, le protéger, l'accompagner. C'est ça la bienveillance, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut, mais c'est là la tâche de tous les parents. C'est le problème de tous les parents qui sont pris entre une certaine autorité et puis après, parfois, on ne sait plus quoi faire. Voilà, donc il faut trouver le bon ajustement et chaque professeur essaie de faire ça dans sa classe. C'est une dialectique évidemment toujours très difficile.
Bien, merci beaucoup Jean-Philippe Vinci merci à vous d'avoir été avec nous pour analyser ces chiffres du baccalauréat. Et puis, bel été à vous, bel été étudiant. On se revoit à la rentrée. À la rentrée, sans faute. Pour faire le point sur tous les grands dossiers qui vont vous occuper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'autre actualité, ce sont les élections législatives. Le second tour a livré son verdict hier. Le nouveau Front populaire a créé la surprise en se retrouvant en tête des suffrages alors que les derniers sondages donnaient le Rassemblement national vainqueur. En principauté, les électeurs français étaient également appelés aux urnes pour se prononcer. Seuls 13,5% des votants ont participé au scrutin. Ils ont placé en tête Stéphane Vojetta, qui a été réélu député des Français de l'étranger de la 5e circonscription. Il est avec nous en duplex. Bonsoir Stéphane Vojetta. Bonsoir. Une première réaction tout d'abord à votre réélection. Eh bien d'abord une grande satisfaction à titre personnel puisque c'est vraiment par une majorité éclatante de 62% que j'ai été réélu député des Français de la 5e circonscription. 62% au niveau de la circonscription, 82% à Monaco, donc c'est vraiment un score écrasant. J'ai d'ailleurs été le député des Français de l'étranger le mieux élu de tous les députés, de tous les 11 députés des Français de l'étranger. Et j'ai en particulier amélioré mon score de 5 points par rapport à 2022. Donc je considère à titre personnel que c'est une belle victoire et je suis très fier et très redevable pour le soutien populaire qui a soutenu ma candidature. Et vous venez de le mentionner, vous êtes sorti largement en tête des suffrages face au candidat du nouveau Front populaire, Maxime Da Silva. Qu'est-ce que cela traduit selon vous ? Je pense que ça traduit deux choses. D'abord, le fait qu'une fois passé le premier tour et éloigné la peur du Rassemblement national, et donc la nécessité de faire barrage à l'extrême droite, en fait, les gens se sont positionnés, les électeurs se sont positionnés sur, d'une part, un député qu'ils connaissaient, dont ils connaissaient le travail au service des Français de l'étranger, un député indépendant qui a une vocation à participer à une coalition la plus large possible à Paris, et de l'autre côté, un représentant de la France insoumise, plus que du nouveau Front populaire, avec tout ce que cela comporte, leur stigmatisation des Français de l'étranger, leur volonté de nous appliquer de nouveaux impôts, de toutes formes possibles et imaginables. Et je pense que ça, que ce soit les Français de Monaco ou les Français du reste de la circonscription, ils l'ont bien compris et ils ont clairement dit non à ce type de programme. Vous avez précisé député indépendant puisque vous étiez sans étiquette politique pour ces élections législatives. Pourquoi ce choix ? Déjà, en 2022, si vous vous souvenez, j'étais un candidat indépendant puisque j'avais été expulsé de mon parti politique suite à ma candidature dissidente après l'investiture de Manuel Valls. Et j'ai décidé de faire la même chose cette fois-ci pour des raisons différentes. J'ai décidé de demander l'investiture à aucun parti politique, tout en demandant à la majorité présidentielle de n'envoyer personne face à moi, ce qu'ils ont fait. Et je l'ai fait afin de protéger ma liberté de choix, ma liberté d'action à Paris à partir d'aujourd'hui. Car je pense que pour être efficace dans la constitution de cette majorité parlementaire de coalition qui doit aller vers la droite et vers la gauche, eh bien, je pense avoir un rôle à jouer et le fait d'être indépendant, de ne devoir fidélité ou allégeance à aucun particulier, pas à la majorité présidentielle, eh bien, me permettra éventuellement de peser sur les choix de certaines autres familles politiques. Et donc, c'est tout le sens de cette démarche. Alors, à Monaco, vous êtes sorti également en tête des urnes lors de ce second tour. Pourtant, ce n'était pas le cas au premier tour où le Rassemblement national avait fait 46% des suffrages exprimés. Qu'avez-vous à dire à ces électeurs ce soir ? Je ne considère pas qu'un électeur qui un jour choisit le bulletin Rassemblement national ou Reconquête soit un électeur Rassemblement national. Je pense qu'on a tous, à certains moments, des tentations de vote différentes. Je respecte tous les électeurs. Moi, je remercie tous ceux qui se sont ralliés à moi au bon tour, quel que soit le choix qu'ils aient fait au premier tour. Et en ce qui me concerne, effectivement, si je peux faire changer certaines personnes d'opinion et leur faire passer d'un vote Rassemblement national à un vote pour Stéphane Vojetta, candidat indépendant, écoutez, je m'en réjouis. Ça fait aussi partie des raisons qui m'ont amené en politique. Et quels sont vos souhaits aujourd'hui, les dossiers qui vous préoccupent maintenant que vous êtes confirmé au sein de l'Assemblée nationale? D'abord, participer à la construction de cette grande coalition autour du centre, vers les LR, vers éventuellement certains partis de gauche républicains, raisonnables, laïques. Ça, c'est en termes politiques. Ça va prendre quelques semaines à Paris. Ensuite, en termes d'action politique de ma part, je vais continuer à lutter pour une meilleure maîtrise des réseaux sociaux, une meilleure protection des enfants et des consommateurs.
en particulier. Et puis, dans la défense des intérêts des Français de la circonscription, bien, je continuerai à avancer sur la simplification de la vie quotidienne, la dématérialisation des démarches administratives, et je continuerai également à apporter tout mon soutien à Monaco et aux Français de Monaco, mais en particulier aux institutions monégasques dans un moment qui est assez compliqué avec le passage sur la liste grise notamment qui a été annoncé cette semaine et sur lequel la France, je le dis en relayant la parole du président de la République, continuera à apporter son soutien à Monaco. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Vogetta d'avoir été notre invité ce soir suite à votre réélection. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Dans un tout autre domaine, vous le savez, le Tour de France passera par Monaco cette année. La dernière étape de la grande boucle partira de la Principauté le 21 juillet prochain pour un contre-la-montre qui mènera les coureurs cyclistes jusqu'à Nice. Aujourd'hui, c'était jour de repos pour le peloton, l'occasion de faire un premier bilan. Rejoignons notre envoyé spécial Christophe Paco à Orléans. Bonsoir Christophe, vous êtes avec Pierre Rolland, ancien coureur cycliste qui a fait le Tour de France et qui est désormais ambassadeur chez Amaury Sport Organisation. Oui, avec Pierre Rolland, on va faire le bilan de cette première semaine. On s'est régalé avec en plus 3 victoires françaises et gagnées sur le Tour. Vous savez ce que ça veut dire, Pierre Rolland, 2 fois vainqueur. Oui, magnifique première semaine. C'était... Il y a eu tellement de choses avec les 2 Français, les 2 premiers jours, le symbole Romain Bardet, le coureur le plus emblématique, le coureur français le plus emblématique de ce Tour de France qui s'impose. Le lendemain, un néophyte du Tour, Kevin Vauquelin, 2 victoires pour l'Érythréen, c'est magnifique. Un maillot jaune équatorien et on finit en apothéose avec la victoire d'Anthony Turgis hier sur une étape à 3, c'était splendide, et la bataille au général qui reste indécise, c'est parfait. Jusqu'au bout, jusqu'à Monaco-Nice. On sera concerné évidemment par cette dernière étape avec le départ, et on a vu Monseigneur, le prince Albert, venir à Florence et venir même faire une surprise à Remco Evenepoel l'autre jour dans l'air d'arrivée. J'ai pas vu la surprise très honnêtement, mais on a vu beaucoup de monde, beaucoup de beau monde. Le Tour est magnifique cette année, franchement c'est splendide. Et ça ne fait que commencer. Ouais, il n'y a rien à dire. Là on va avoir une belle étape demain avec un beau départ à Orléans. Orléans a mis le paquet pour accueillir le Tour, ça faisait plus de 20 ans qu'on attendait ça. Et il va y avoir des beaux sprints, il va y avoir le Massif central, on va finir dans les Pyrénées. Une belle deuxième semaine. Pyrénées, oui, pour la deuxième semaine. Troisième semaine, on va se rapprocher de la Côte d'Azur avec un final un vendredi, samedi, dimanche. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer avec 4 fantastiques devant. Ça tient à rien. Alors Pogacar est en jaune, Remco est derrière une trentaine de secondes. Après, il y a Vingegaard et Roglic. Ça en fait quand même 4 pour la victoire finale. Oui, ça en fait 4, plus certains qui vont essayer de faire le jump, qui vont essayer de se repropulser à l'avant. Mais on ne s'attendait pas à voir les 4 au mois de mars quand il y a eu cette très grosse chute sur le Tour du Pays Basque. On ne s'attendait vraiment pas à avoir les 4 favoris, les 4 grands favoris dans le jeu pour la gagne après 10 jours de course. C'est parfait, c'est génial. On a eu des batailles à 2 depuis 3-4 ans. Désormais, ils sont 4 et Remco Evenepoel, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. C'est la grande interrogation. Et Primoz Roglic, lui c'est un sniper. Hein. S'il sent une opportunité, il va la saisir. Voilà, on est vivement que ça reparte. Oui, parce qu'on rappelle que Roglic a gagné sur la Vuelta, a gagné en Espagne, a gagné en Italie, mais pas encore le Tour de France, alors qu'on a 2 coureurs qui sont devant, premier et troisième, qui ont gagné 2 fois chacun le Tour de France. C'est Pogacar et Vingegaard. Hein. Oui, Roglic, il lui manque le Tour. Il lui manque le Tour, il a un palmarès long comme le bras. Remco, il a également gagné la Vuelta, et les 2 autres, ils ont 4 tours à eux 2. Donc c'est du lourd, c'est du très lourd. Il y a du très haut niveau, le spectacle est grandiose. Sur l'étape de 3, dans les chemins, ils se sont livrés une bataille féroce, ils se sont rendus coup pour coup. Voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas au bout de nos surprises, on va suivre ça sur Monaco Info. Merci à Pierre Rolland, ambassadeur aujourd'hui auprès du Tour de France, on peut le dire. Oui, du Tour et de la ville d'Orléans, parce que je suis orléanais. On avait bien compris. Et vainqueur bien sûr de 2 étapes légendaires, notamment l'Alpe d'Huez. Et la Toussure, on la rajoute aussi. Hein. Oui, et puis voilà, quelques belles échappées, quelques maillots distinctifs. Mais maillot blanc aussi. Le maillot blanc, le maillot à poids pendant 17 jours. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la course qui va arriver et ça promet un gros spectacle. Elle va être super cette course, elle a été géniale avec 3 succès français déjà, des succès étrangers, vous l'avez dit, des maillots de couleurs différentes et de nationalités différentes. Le Tour de France est à vivre sur Monaco Info. Et évidemment, merci Christophe. On reste dans le sport
Avec l'annonce au fur et à mesure des délégations pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, après Théo Andan en athlétisme, 2 autres sportifs français sont venus enrichir l'effectif tricolore. Le rugbyman natif de Monaco, Antoine Zegdar, a été sélectionné avec l'équipe de France à 7. Le meneur de l'AS Monaco Basket, Mathieu Strazel, a lui été retenu par Vincent Collet pour vivre cette aventure olympique. A noter également que le néo-monégasque Nick Calates s'est lui qualifié pour les JO avec la Grèce ce week-end. Nous suivrons bien évidemment le parcours de ces sportifs de près grâce à notre équipe sur place à Paris. Une page se tourne pour le Stars & Bars. Les objets cultes qui ont fait les beaux jours de l'établissement ont été mis en vente aujourd'hui à l'hôtel Hermitage. Une vente orchestrée par la maison Arcurial, le reportage de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Plus de 30 ans d'histoire au cœur de cette vente aux enchères qui s'est tenue ce lundi dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Fondé en 1993 par Kate Powers et Didier Rubiolo, le Stars & Bars aux couleurs américaines était une véritable institution à Monaco. 30 années d'idoles et de champions. Il y a le karting de Jules Bianchi, cet espoir de la Formule 1 qui nous a quittés malheureusement de manière accidentelle et tragique, qui sera vendu d'ailleurs au profit de l'association Kate Powers, donc cofondatrice du Stars & Bars. Il y a beaucoup de lots, plus de 200 lots de mémorabilia sportifs et de stars, puisqu'il y a aussi des robes, la robe de Madonna, la robe de Sharon Stone, le costume de John Travolta, la flamme olympique. Je pense que la flamme olympique des Jeux Olympiques 2010, qui est un objet vraiment très particulier et historique, qui est passé de main en main. Puis il y a des objets aussi du Tour de France, des vélos du Tour de France, de Indurain par exemple, le grand champion, un vélo ultra léger, c'est extraordinaire, vraiment c'est une pièce d'orfèvrerie. Il y a beaucoup d'objets comme ça qui ont été signés par les grandes stars, les plus grands sportifs depuis les années 80, je dirais, du sport international. Il y a également le maillot de basket de Michael Jordan, signé de sa main. On va célébrer les gloires, la gloire sportive. On va célébrer les stars. On va célébrer le Stars & Bars, tout simplement. Le Stars & Bars était connu par les sportifs, les stars et la jet-set internationale, mais aussi pour sa décoration singulière. Ce sont donc plus de 200 lots qui ont été vendus aux enchères ce lundi. Les amoureux du lieu et les nostalgiques ont ainsi pu s'offrir un bout de cette belle histoire que fut le Stars & Bars. Art Monte-Carlo était de retour ce week-end au Grimaldi Forum. Des galeries d'art du monde entier se sont réunies pour présenter des œuvres d'exception aux curieux amateurs, collectionneurs aguerris et potentiels acheteurs. Théo Schumer et Lionel Bernardi sont allés dénicher pour vous les pépites exposées. Pour sa 8e édition, l'Art Monte-Carlo a réuni pas moins de 27 galeries internationales. Le concept n'a pas changé, toutes sont venues avec d'exceptionnelles œuvres d'art modernes et contemporains qui sont vouées à être vendues. Alors dans ce salon, tout est fait pour les mettre en valeur. Un des changements dans l'aménagement du salon cette année, c'était de concentrer les galeries au centre de l'espace d'exposition pour vraiment assurer une parfaite visibilité à tous les exposants d'Art Monte-Carlo. Notre ambition, c'est de proposer le programme le plus qualitatif possible, de rendre la foire attractive pour les meilleures galeries internationales et de les attirer ici à Monaco, un lieu où il y a une clientèle qui est amatrice et très intéressée et qui a un vrai goût pour l'esthétique. Il est important pour nous de présenter une offre qui soit diverse, autant des chefs-d'œuvre du XXe siècle que des jeunes artistes plus émergents. Donc la diversité de l'offre, je dirais que c'est un critère important aussi quand on met le programme en place. Parmi les œuvres présentées, on en trouve par exemple certaines tout droit venues de l'autre côté de l'Atlantique, comme ce Picasso de 1964 proposé par la galerie Van de Wen à New York. La galerie Van de Wen à New York est une galerie de second marché. C'est des œuvres qui ont déjà appartenu à des collections, qui ont déjà été montrées dans des musées, qui ont déjà une histoire en fait. Le premier marché, c'est quand on travaille directement avec des artistes et qu'on vend pour la première fois une œuvre. Donc nous sommes spécialisés en second marché, plus particulièrement Picasso, période tardive, Basquiat en général, Keith Haring, Kusama ici, et voilà, enfin tous ces artistes dont en général on connaît plus le nom que les nouveaux arrivants.
D'autres œuvres viennent de plus près mais sont tout aussi rares, comme celle de la galerie Lisson de Londres. The Lisson Gallery is one of the oldest galleries in existence in the contemporary art field. It was originally founded in London almost 60 years ago, and today we have locations in London, New York, Los Angeles, Beijing and Shanghai, and we represent over 80 artists worldwide, and a lot of them have been with the gallery for a long time already, such as Anish Kapoor, Tony Craig, but then we also have a broad number of younger artists which we added recently to the roster, like Sarah Cunningham, for example, or Laure Prouvost. So yeah, we are an international gallery and we represent a broad roster of artists in the field of contemporary art. Le salon était présent ce week-end à Monaco, mais vous pouvez toujours admirer les œuvres sur le site internet de l'Art Monte-Carlo, artmontecarlo.ch. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo et pour cela, Chrisinda Thomel nous a rejoint en plateau. Bonsoir Chrisinda. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain sera une journée ensoleillée et chaude, des températures pouvant atteindre les 29 degrés. À noter également un ensoleillement élevé. Attention donc aux coups de soleil. L'usage de protection solaire est fortement recommandé demain. Et puis mardi, sinon, nous fêterons les Amandines. Merci Chrisinda. Anis Wood et Johanna Houdrouge sont les deux nouvelles invitées de Monaco Info, le podcast. Ces deux femmes d'engagement se sont chacune confiées au micro de Geneviève Berthy. Découvrez leur parcours, leur carrière sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Ocha ou encore Spotify. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur Monaco Info. En attendant, on se quitte avec les photos de Étienne Dang et la joie des bacheliers de la Principauté. Rappelons d'ailleurs que l'interview du directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.